Bonjour à tous. Dans cette interview, nous allons parler de la transformation des conflits ici par rapport aux gangs armés en Haïti et également de la médiation nécessaire avec ces gangs armés. Alors pour cette interview, j'ai la chance d'accueillir Louis-Henri Mars, qui est diplômé en administration des affaires, qui est aussi membre fondateur de la communauté La Paix, et qui est directeur exécutif également de l'organisation La Cour La Paix. Bonjour Louis-Henri. Bonjour Nadia. Cette communauté qui s'appelle La Cour La Paix, et pour nous, c'est extrêmement important de comprendre que c'est d'abord une communauté de gens qui sont intéressés à la paix en Haïti et à faire quelque chose pour que cette paix devienne une réalité dans ce pays. Donc, nous avons aussi une organisation qui s'appelle La Cour La Paix aussi, donc qui est nécessaire parce que nous manipulons des fonds, nous avons des responsabilités au niveau d'employés, de staff, donc nous devons avoir une structure organisationnelle. Mais au départ, il s'agit de former une communauté de gens engagés dans la paix. Et alors, quels sont les objectifs et quels sont les moyens utilisés par l'organisation? Donc, oui, les objectifs et les moyens. Bon, les objectifs, c'est de permettre que cette société cesse de continuellement se battre, que les gens cessent de se battre entre eux pour des positions de pouvoir, pour des questions économiques, et pour essayer de tout simplement vivre. Et il faut que la violence cesse dans notre société. Donc, notre objectif, c'est effectivement de transformer les moyens de transformation et de la violence dans notre société. Donc, les moyens pour nous, c'est à travers le dialogue que ça doit se faire. C'est à travers la création de communautés, c'est à travers le développement d'un sentiment d'humanité commune entre nous, Haïtiens, et nous avons perdu ce sens d'humanité commune, d'ailleurs, qui avait été mis en déroute déjà au départ par le système esclavagiste, et malheureusement que nous traînons les séquelles de ce système jusqu'à présent. Donc, pour nous, on ne peut pas transformer cette situation par plus de violence. Et donc, notre approche est une approche fondamentalement non violente et une approche de permettre aux gens de se rencontrer, de se parler et de se réhumaniser. C'est notre choix en tant de mode d'action dans une société où l'utilisation de la violence a été historique et c'est quelque chose que si nous ne changeons pas de système, nous allons aboutir au même endroit pendant les prochains 200 ans. Donc, nous avons déjà 200 ans de violence, 220 ans. Le 1er janvier, on va célébrer 220 ans d'indépendance. Mais avant ça, il y avait la violence coloniale, la violence esclavagiste. Après ça, il y a eu une violence pour arriver à l'indépendance, mais ça a continué après. Donc, il nous faut casser ce cycle de violence. Oui, en effet, et là, on peut parler un peu de l'actualité. Donc là, pour l'instant, Haïti est sous le joug des gangs armés. Il se passe beaucoup de choses pour l'instant. Quelle est ta vision du contexte actuel? Quels sont les acteurs et qu'est-ce qui maintient cette crise pour l'instant? D'un chemin qui a commencé depuis François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, après ça le départ de Duvalier et tout ce qui s'en est suivi ces 30 dernières années. Et vous avez au fur et à mesure une déstructuration de la société, une déstructuration des liens entre les gens, et une déstructuration des institutions, et en particulier les institutions de contrôle policiers et militaires et de la société, qui font que ce que nous avons là en ce moment-ci, c'est une explosion
de groupes armés et qui remplacent pratiquement l'État, qui remplacent la police, qui remplacent la légitimité et de l'État et qui deviennent une série d'États et dans l'État. Donc, c'est l'aboutissement aussi du coup d'État et de 91 suivi par le démantèlement de l'armée haïtienne, et on a essayé de reconstruire à travers la police une nouvelle force de coercition, mais les interférences politiques et dans cette construction d'une nouvelle force armée et n'a pas permis effectivement que la police haïtienne ait le contrôle total du territoire. Donc, cette absence de l'État dans les quartiers, dans les zones rurales, explique pourquoi il y a eu ce vide au niveau de sécurité que les groupes armés, les bandits ont rempli à la place de l'État. Donc, tout autant que il n'y a pas un renversement de cette situation, vous allez continuer à avoir cette multiplication de groupes armés. C'est un concert qui se métastase dans notre société et il y a lieu pour la société haïtienne de prendre des mesures, de s'interroger d'abord sur le pourquoi et sur le pourquoi, par exemple, de l'utilisation de groupes armés pour prendre le pouvoir ou bien pour contrôler des territoires, l'utilisation des groupes armés pour faire une concurrence déloyale au niveau commercial et à d'autres commerçants ou d'autres industriels. Et tout autant qu'on n'a pas ce dialogue et qu'on n'a pas fait un choix de agir différemment et pour assouvir nos ambitions, et nous allons continuer à dégringoler sur ce chemin de perdition. Et le choix dont tu parles, qui pourrait prendre ce choix? Qui pourrait faire ce choix? Comment ce choix pourrait être mis en place réellement, concrètement? C'est à nous tous, et haïtiens, de tous les secteurs de la société, qui devons faire ce choix. Mais naturellement, et il y a toujours une petite élite qui vous emmène dans une direction ou dans une autre. Donc, il s'agit de créer ce mouvement, cette élite qui choisit la non-violence, qui choisit, quel que soit son secteur, que ce soit au niveau du secteur politique, que ce soit au niveau du secteur des affaires, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des communautés de base, qui choisit de ne pas utiliser la violence pour arriver à s'épanouir en tant qu'être humain, en tant qu'organisation, en tant que gens d'affaires, en tant que gens qui veulent s'engager dans le leadership et politique et du pays. Et tout autant que vous n'avez pas ce mouvement, ce petit groupe, et parce que les révolutions sont toujours faites par des petits groupes, ce ne sont jamais les masses au départ. Maintenant, ce petit groupe doit rester connecté à la base de la société, à la masse. S'ils ne restent pas connectés à la masse, ils se perdent. Ok, et ceux qui ont mis en eux l'espoir d'un changement, ok, ne vont plus les comprendre et leurs aspirations ne vont plus être reconnues par cette élite. Mais c'est toujours un petit groupe de personnes qui se mettent ensemble et qui disent, écoutez, ça suffit, nous, on préfère aller dans cette direction-là. Donc, c'est ce que nous essayons de faire aussi, nous, à différents niveaux de la société. Car nous ne travaillons pas uniquement dans les communautés de base, nous travaillons aussi au niveau de la société civile, nous travaillons aussi au niveau du secteur privé des affaires et au niveau du secteur politique. Parce qu'il faut engager toute la pyramide sociale et dans un mouvement. Et si vous focalisez seulement sur une petite partie, et vous n'allez pas pouvoir vraiment changer la donne. Oui. Donc ça, c'est notre rêve. Oui. Et c'est notre action. Oui. C'est un rêve, mais c'est aussi une réalité. Enfin, c'est aussi un commencement de réalité puisqu'il y a des actions qui se font quand même. Oui, certainement. Nous avons fait l'expérience d'entrer en communauté
avec un groupe de personnes provenant de secteurs différents de la société. OK? De leur permettre de se rencontrer, de se réhumaniser et de chercher maintenant à collaborer ensemble. Vu l'héritage colonial qui vit encore en nous, les Haïtiens en général, avant d'aller chercher à faire des actions ensemble, devraient d'abord chercher à renouer des relations profondes en tant qu'être humain. Parce que, vu que nous provenons de sources ethniques différentes, il y a toutes sortes de sources ethniques ici en Haïti. OK? Vous avez des sources ethniques différentes d'origine africaine, mais vous avez aussi des Haïtiens d'origine libanaise, d'origine syrienne, d'origine palestinienne, d'origine allemande, d'origine italienne, d'origine française, etc., etc., etc. Donc, nous avons un melting pot qui n'a pas encore fonctionné et où les gens, jusqu'à présent, n'ont pas pu se voir vraiment unis en tant que nation et ayant une vision commune et une façon de faire pour aller de l'avant en tant qu'équipe. Une équipe, ça se construit. Ça se construit en permettant que les gens se rencontrent, que les gens vivent ensemble, que les gens partagent des objectifs communs. Et ceci n'arrive pas si vous ne le faites pas délibérément. Il se peut que vous ayez des épisodes que ça arrive par hasard, mais au niveau d'un pays de 12 millions d'habitants, plus ceux de la diaspora, qui ont besoin du même travail, OK? Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire délibérément. Sinon, ça n'arrive pas. Alors, il y a une phrase qui dit « Qui aime la paix et par les cœurs ». Et donc, c'est une phrase très puissante qui montre que derrière la violence la plus brutale, il y a des gens avec des cœurs qui battent derrière toute cette violence. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce que toi et ton équipe, comment est-ce que vous vivez cette réalité? Comment est-ce que vous travaillez avec cette réalité? Comment est-ce que vous arrivez à vous connecter avec ces cœurs? Bon, au départ, c'est un travail personnel. Et c'est un travail personnel de méditation, de prière et de recherche de l'autre et de chercher à aimer l'autre et à le comprendre, à le visiter. Et donc, c'est d'abord un travail intérieur personnel avant d'être un travail vers l'autre. Et c'est un travail que nous devons tous faire. Et parce que, en final, ce sont des choix que les gens font. Ce qui se passe ici en Haïti, ce sont des choix basés sur les intérêts particuliers de chacun et les intérêts de groupe. Donc, ces intérêts-là naissent à l'intérieur de nous-mêmes. C'est nous qui avons l'insécurité profonde sur l'avenir qui fait que, et lorsque je dis nous, c'est moi qui ai une insécurité profonde qui fait que je fais le choix de prendre l'argent de l'État, OK, et de le mettre dans ma poche. OK, parce que j'ai une opportunité là, quelles que soient les considérations morales, quel que soit le tort que ça va faire à d'autres, OK, mon insécurité profonde me dit, prends l'argent et fous-toi de l'autre. OK? Donc, il y a un travail à faire sur soi et maintenant, chercher à promouvoir que ce travail se fasse chez les autres aussi. Mais tu ne peux pas les obliger, tu ne peux pas les forcer à faire ce travail-là. Tu ne peux que les engager. Et tu ne peux que les engager aussi que par l'exemple. Parce que ce n'est pas qu'une question de dire, il faut être. Donc, et il faut que ton dire et ton être soient en harmonie. OK? C'est pas facile. C'est pas facile de faire ce travail intérieur. Ce n'est pas facile de faire ce choix-là. OK? Mais lorsque vous comprenez que ce que nous vivons dans notre société est un ensemble de choix qui ont été faits dans le passé et qui se font en ce moment, OK? Que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, à ce moment-là, tu te dis, oui, je dois faire mon travail personnel intérieur, mais aussi
je dois chercher à promouvoir ce genre de travail alentour de moi, avec les autres, pour que eux ils fassent leur travail, qu'on ait un collectif qui fasse des choix différents que ceux qui sont en train d'être faits à ce moment-ci. D'accord. Et vraiment, avec ton équipe, quand vous allez sur le terrain, comment est-ce que vous faites pour vraiment pouvoir vous relier avec des personnes qui ont tué, qui ont violé, qui commettent toute cette violence? Donc, en effet, on peut se dire que ma propre insécurité, si je la traite, ça me permet d'aller vers l'autre. Mais après, il y a quand même tout un contexte, etc., difficile. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Je pense que c'est surtout une question de sincérité. Est-ce que vous êtes vraiment sincère dans votre désir de partager qui vous êtes avec l'autre? OK? Et notre expérience à nous, c'est que, et surtout les gens des groupes armés, ils sentent qui vous êtes. Ceci est une nécessité de survie pour eux. OK? C'est-à-dire que lorsque vous vivez avec des gens armés autour de vous, vous devez commander et essayer de vivre le plus longtemps possible en sachant qui vous entoure. OK? Donc, ils ont une sensibilité profonde pour comprendre celui qui est en face de vous. OK? Et donc, vous devez être sincère dans votre désir de transformer, de partager, de voir s'il y a quelque chose qui peut être semé chez l'autre, quel que soit celui qui est en face de vous, et qui peut un jour être et grandir et devenir vraiment une belle fleur humaine, au lieu d'être quelque chose qui tue, qui blesse, qui viole. OK? Et ceci est faisable. OK? Et nous avons eu des expériences de gens armés qui, après un certain temps, ont choisi de déposer les armes, ont choisi un chemin spirituel, OK, qui leur permet de changer leur position vis-à-vis des autres et dans la société. Ce n'est pas facile et l'un des problèmes principaux que nous avons eu dans ces cas-là, c'est que, en général, ils ne peuvent pas rester dans leur quartier d'origine. Ils sont obligés de sortir. Parce que, étant donné que ce n'est pas quelque chose qui est général, tu as un changement de génération qui se fait, ou bien un autre chef qui vient, et à ce moment-là, il sent que celui qui était là est un rival, et que celui qui était là prône un différent message, OK, et que celui qui est là, il faut l'éliminer. Donc, en général, ils sortent. Maintenant, tu dois recommencer. Alors, et encore, comme je disais tout à l'heure, c'est pourquoi nous, on a décidé aussi de travailler avec des plus jeunes. OK? On n'est pas encore arrivé avec les 5, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. OK? On est arrivé à travailler avec des jeunes jusqu'à 16, 15, 14. Mais il faut aller encore plus bas. OK? Et il faudrait que ce soit dans les écoles, il faudrait que ce soit dans les familles, et donc, il faudrait que ce soit au niveau des lieux de travail, OK, dans l'État, etc. Donc, c'est une grande aventure, OK? C'est pas quelque chose qui peut se faire en 1 an, 2 ans. Mais il faut croire. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Parce que pour faire ce que tu fais, tu dois avoir une sacrée foi. Il faut aussi braver la peur à certains moments, peut-être, avoir vraiment une confiance et une foi dans ce que les processus peuvent Oui, tu peux pas aller travailler dans un espace où il y a un groupe armé, ou bien avec un groupe armé en ayant peur. Parce qu'ils sentent ça aussi. Tu vois? Ils sentent ça aussi, que tu as peur. Tu as la peur qui ressort de toi. Alors, à ce moment-là, tu as en plus de danger parce que, ouais. Donc, effectivement, tu dois avoir une préparation. Tu dois avoir une bonne préparation et surtout ne pas voir l'autre comme un ennemi automatiquement. Et réellement au niveau, comment dirais-je, peut-être dans une position d'ennemi par rapport à toi, mais tu ne peux pas le regarder en tant que tel. Tu dois le regarder en tant qu'un être humain qui, selon toi, est perdu,
et tu vas essayer de voir s'il peut prendre un autre chemin avec sa vie. Parce que s'il prend un autre chemin, la vie des autres va changer. En général, lorsque vous avez des guerres entre les groupes armés ou bien avec la police, ok, ce sont les civils qui trinquent. Le plus souvent, la majorité, ce sont les civils qui trinquent, qui n'ont rien à voir avec les bandits, avec les groupes armés, ok, mais ils vivent dans les quartiers, balles perdues, maisons brûlées, etc., etc., etc. Donc, et transformer un ou des individus clés dans un groupe armé, ok, qui permet de changer la donne dans un quartier, ça a un impact sur tout le reste de l'environnement de ce quartier-là. À condition qu'il n'est pas remplacé par un nouveau groupe et par un nouvel individu, ce qui est le plus souvent le cas en ce moment-ci. Oui, c'est une situation difficile et donc comment, par exemple, là, on parle de la force d'intervention kenyenne qui viendrait aider ici par rapport à cette situation. Est-ce que ce serait pas présenter de la violence face à de la violence? Est-ce que par exemple la paix pourrait collaborer avec cette force d'intervention pour amener un autre regard? Comment est-ce que tu vois ça? D'abord, on n'est pas très sûr de ce que va venir faire cette force kenyane. Et ils sont venus ici en Haïti faire une visite ou bien des visites en 2 fois. Ils n'ont jamais pris contact avec la société civile. Ils ont été contactés que l'ambassade américaine et le gouvernement. Et on ne sait pas quels sont les termes de référence de cette force, qui écrit les termes de référence de cette force, et quelle est la motivation réelle et de leurs sponsors, que ce soit américain, de l'international ou bien au niveau du gouvernement. Donc, il y a un flou, et c'est un flou dangereux, ok? Et le fait qu'ils n'ont pas pris contact avec la société civile, qu'ils ne sont pas à l'écoute de la société civile, ils ne sont pas à l'écoute des communautés, ils ne sont à l'écoute, que je sache, que du gouvernement, ok, il y a une séparation qui se crée entre cette force. Maintenant, ajoutez à ceci que ce sont des anglophones, ok, ils ne parlent ni français ni créole, donc il y a une autre séparation. Maintenant, ils vont peut-être avoir des traducteurs, des interprètes, mais dès que vous avez traduction ou bien interprétariat, il y a une passoire aussi. Ce que dit l'autre passe par une interprétation de qui interprète. Donc, tout ça, c'est problématique, ok? Il y a certes besoin comme je disais tout à l'heure, il y a certes besoin d'une force armée. Mais il y a une force armée qui existe en Haïti. Il y a les forces armées d'Haïti. Il y a la police nationale. Ils sont censés venir en appui à la police nationale. Mais la police nationale elle-même a beaucoup de problèmes. Ils ont un problème d'effectifs. Ils ont un problème de leadership. Ils ont un problème de moyens. OK? Et lorsque vous entendez les moyens qui vont être mis à disposition de cette force kenyane, OK? Au départ, 200 millions de dollars des Américains. Si on mettait ces moyens-là à disposition de la police, même sous contrôle, ok, pour que ça ne se gaspille pas, ok, ça ferait une différence, ok. Si on mettait un certain montant à la disposition des forces armées d'Haïti, ça ferait Le problème de leadership de ces forces armées locales vient du problème de qui est au pouvoir. Si celui qui est au pouvoir est un démocrate, si celui qui est au pouvoir respecte les droits humains, si celui qui est au pouvoir n'est pas là pour manipuler cette force armée pour son profit personnel, ces forces armées vont faire leur travail correctement. OK? Il y aura des gens à travailler de manière disciplinée, à respecter les droits humains, OK, à comprendre la population, OK, à être en symbiose avec la population. Mais si ces forces armées sont à la disposition d'un individu que ça ne l'intéresse pas du tout, toutes ces belles choses-là, ils vont agir comme décide cet individu. OK? Donc, la position que j'ai entendue
de la part de l'international que oui, que les forces armées d'Haïti ont agi de manière anti-démocratique à travers les coups d'État et ils ont violé les droits humains. Ok? Oui, c'est la vérité. Mais qui était aux commandes de ces forces armées? Ok? Qui faisait qui les emmenait dans cette direction-là? Ok? Ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque à une force armée, Et il y a du travail à faire dans ce sens-là. La force kenyane, ok? Si elle vient et elle intervient directement, ok, au niveau des quartiers contre les groupes armés, il y aura beaucoup de dommages collatéraux. Et ces dommages collatéraux ne feront que développer de nouveaux gangs. OK? Et si elle intervient et qu'il n'y a pas un plan pour le jour d'après, OK? Si il n'y a pas une occupation du territoire, OK? Vous n'avez rien accompli. Vous êtes simplement débarrassé de quelques gens, OK? Mais, fondamentalement, le problème va réapparaître le lendemain. OK? Dans les 24 heures, 48 heures, la semaine qui vient. Et il ne faut pas oublier que vu le nombre d'années de conflits qu'il y a eu dans ces quartiers-là, OK, vous avez des groupes qui ont perdu des batailles, mais ils n'ont pas disparu. Donc, ils sont peut-être en exil. Lorsque vous éliminez le groupe qui gardait le pouvoir dans le quartier, OK, et que vous l'avez retiré de l'échiquier, le groupe qui était à l'extérieur, mais qui est originaire du quartier, il va pouvoir rentrer. À ce moment-là, ça va être un nouveau massacre aussi. Donc, il faut penser au jour d'après. Il faut penser, ces messieurs, vous n'allez pas tous les tuer. Vous n'allez pas pouvoir tous les tuer. OK? Lorsque vous les désarmez, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Est-ce que vous avez prévu qu'il va y avoir un travail individuel et collectif fait avec eux? Est-ce que vous allez leur donner du travail? Parce que s'ils sont toute la journée assis là, ne sachant pas comment ils vont manger chaque jour, ils vont chercher une arme pour continuer à faire le travail qu'ils savaient faire, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. OK? Et ce n'est pas que du jour au lendemain, ils vont devenir électromécaniciens, etc., etc. OK? Donc, il faut prévoir quel travail est-ce qu'ils vont faire après. Ceux qui restent, vous n'allez pas pouvoir tous les tuer. Et ça serait pas une bonne chose de le faire. Parce qu'ils ont tous femmes et enfants. OK? Et lorsque vous retirez le breadwinner, celui qui le gagne-pain, OK? Et la femme et les enfants, ils vont chercher à faire autre chose. OK? Oui, et puis ça peut aussi se transmettre dans une autre génération, comme on voit aux États-Unis, les enfants deviennent eux-mêmes dans les gangs. Oui, tout à fait. Donc, il est clair que cette force kenyane va arriver et nous cherchons à être des honest brokers, OK, neutres, OK. Donc, ce que nous ne voulons pas, c'est cette continuation de la violence. Donc, nous allons chercher à leur parler. Bon, nous sommes déjà en contact avec certaines instances qui travaillent avec eux, OK, et pour voir comment ça va se passer. Maintenant, est-ce que effectivement il y a une intention de réduire les groupes armés, ou bien c'est simplement une question de contrôler les voies principales d'accès et de permettre qu'une élection se fasse? Parce que ça aussi, il faut le dire, il y a un doute. OK? Est-ce que cette force armée-là ne vient que pour protéger le gouvernement, protéger les bureaux de l'État et permettre qu'une sélection se fasse à ce moment-là? Et dès qu'ils seront partis, on recommence l'histoire, quoi. Ouais. Donc là, tant que leur intention n'est pas clarifiée, tant qu'il n'y a pas un dialogue avec la société civile, tant qu'il n'y a pas une vision pour après, en fait, cette force kenyane, en fait, n'aura pas vraiment un effet sur la durée, en fait. Ouais.
il y aura peut-être un aligne temporaire et peut-être moins de kidnapping si effectivement ils contrôlent les rues, ok. Mais au fond, la donne n'aura pas vraiment changé. Et quelle est ta perception du chemin à suivre pour qu'Haïti et les Haïtiens puissent sortir de ces cycles de violence qui existent depuis 200 ans? Donc, quelle est ta perception par rapport à ça? Nous devons systématiquement chercher la rencontre humaine. Et on parle beaucoup de dialogue national dans notre pays, mais c'est toujours quelque chose qui vient du président de la République, qui décide qu'il va faire un dialogue national. C'est toujours perçu comme un truc politique d'abord, ok? Et moi, je dis que ça doit être d'abord une rencontre humaine, et où les gens transforment les relations entre eux et leur perception de l'autre. Et il y a une perception au niveau des communautés de base, par exemple, que les gens du secteur des affaires sont des gens méchants, ce sont des contrebandiers, c'est eux qui tiennent le pays dans l'état où le pays est, etc., etc., etc. Qu'il existe des gens qui font ce genre de choses, c'est vrai, mais c'est pas tous. Ce sont pas tous les gens des affaires, ce sont pas tous les hommes d'affaires qui ne payent pas leurs taxes, il y en a certains qui les payent, ce ne sont pas tous les hommes d'affaires qui font de la contrebande, ok, etc., etc., etc. Et au niveau de certains secteurs de l'élite, du secteur des affaires, ok, il n'y a pas une bonne perception des gens des communautés, non plus. Et donc, ces barrières doivent être cassées entre les gens. Et il faut le faire systématiquement. Il ne faut pas commencer d'ailleurs par la pointe de la pyramide, il faut commencer par la base. Il faut aller au niveau des sections communales, ok, et commencer ce genre de travail à ce niveau-là. Mais ça doit être accompagné aussi par des actions collaboratives. Une fois que vous avez construit ce sens de communauté entre les gens, il faut que ça s'exprime dans la pratique. Parce que il y a un héritage de trahison dans notre société, un héritage où on dit on va faire, et puis on ne fait jamais. Donc, il faut que immédiatement qu'on a créé ce sens de communauté entre les gens, qu'il y ait des activités pratiques où le fait de cette rencontrée, d'avoir échangé, ok, se manifeste dans la pratique, dans une transformation dans la vie des gens, ok. Donc, à partir de là, vous commencez à travailler et à maintenant étendre ce genre de mouvement à travers tout le pays. En parallèle, vous devez être à la recherche d'un leadership qui vienne de ce mouvement-là, ok, pour que, à un certain moment de la durée, il y ait un leadership politique qui soit vraiment ancré dans cette idéologie, dans cette façon d'être, ok, et qui soit connecté avec le reste de la société de manière viscérale, parce que ils proviennent de cette. Et ils ne peuvent pas arriver à cette position de pouvoir en restant isolés, ou bien en devenant isolés. Parce que vous n'allez pas pouvoir effectivement transformer tout le monde, et l'ancien système d'exploitation coloniale qui existe dans notre société toujours va vouloir récupérer ces individus ou les couper de leur base, ok? Donc il faut qu'ils restent ancrés, qu'ils se renouvellent, qu'ils prennent du temps pour aller écouter et la base qui les a construits, ok, et permettre qu'ils ne se perdent pas. Ils doivent pas arriver isolés à la pointe de la flèche, ok, mais en même temps, il doit y avoir un processus de renouvellement de leurs contacts au niveau des communautés, au niveau de la société, pour que la situation classique qui arrive à nos leaders. Il y a eu des gens en Haïti qui avaient de bonnes intentions, mais ils n'avaient pas préparé un groupe, ok, qui pouvait les aider à résister au système de corruption qui existe dans cette société et qui permet que
les leaders qui arrivent de manière et sont isolés à la pointe de la flèche sont tirés vers le bas et ou soit s'ils résistent trop, ils sont éliminés physiquement, ou bien s'ils ne résistent pas, ils sont engloutis, dans les mêmes questions de corruption que tous les autres, malgré leurs bonnes intentions au départ. Et par rapport à cette collaboration donc entre les différentes communautés, est-ce que tu as déjà vu un exemple où ça a pu se concrétiser, que ce soit en Haïti ou dans d'autres pays? Bon, nous devons toujours ramener et toute situation à ce qui se fait ici. Chaque société a une matrice différente. La matrice haïtienne n'est pas la matrice dominicaine. La matrice haïtienne n'est pas la matrice américaine. Donc, et ici, oui, on a pu faire ça, nous, à petite échelle. Bon, c'est ce qui nous a vraiment motivés pour rester dans ce genre de travail depuis 2007. Donc, et d'avoir créé la Cour la Paix en 2012. C'est parce qu'on a vu que c'était possible. Maintenant, et le problème, c'est de développer ça à une échelle plus grande. Ça, c'est un autre problème. Mais, ça peut se faire. Ça, pour nous, ça doit se faire si nous voulons sortir de cette spirale mortelle dans laquelle se trouve notre société. Et est-ce que, comment peut-on insuffler cette volonté? Comment pourrait-on insuffler cette volonté à plus grande échelle? Nous le faisons en travaillant beaucoup avec des jeunes dans les quartiers où nous sommes engagés. Nous sommes engagés sur toute la ligne de front, pratiquement, de Cité-Soleil à Carrefour, en passant par Saint-Martin, Bel-Air, Front National, et on va travailler à la Croix-des-Bouquets, à Cazaux cette année, et parce que ce que nous avions remarqué, c'est que chaque fois que nous travaillons avec un groupe en particulier pendant un certain temps, surtout si ce sont des gens armés, et s'ils sont arrêtés, ou bien s'ils meurent, ou bien s'ils partent, ils sont immédiatement remplacés par un nouveau groupe, par un nouveau chef. Donc on a vu des générations et des générations de chefs passer comme ça dans les différents quartiers. Donc à un certain moment de la vie, on s'est dit, attention, ceci ne sert à rien de travailler seulement avec cette génération, il faut travailler avec ceux qui vont venir après. Donc, on a des groupes de jeunes que nous avons formés à Saint-Martin, au Bel-Air, à Martissan, à Carrefour, à Cité-Soleil, auxquels on a donné ces outils. On leur a appris la transformation de conflit, on a appris le dialogue, on a appris la médiation. On a fait beaucoup de transformation du trauma aussi avec eux. Parce que, encore une fois, on a un héritage traumatique très fort et l'esclavage a laissé chez nous un traumatisme profond. Or, au moment de l'indépendance, il n'y avait pas de psychologue dans le pays, il n'y avait pas de psychiatre. Donc, il n'y a pas eu une transformation de ces traumas. Et mon père, le docteur Louis Mars, a été le premier psychiatre haïtien et le seul psychiatre à partir de 1935-38, le seul psychiatre pendant 20 ans dans le pays. Après ça, il a fait des disciples et puis il y a eu des psychologues qui sont venus. On a un petit peu plus. Il y en a. Je ne suis pas psychiatre ou psychologue moi-même, mais je connais l'utilité de la transformation psychologique et spirituelle d'ailleurs. Donc, c'est maintenant qu'au fur et à mesure, par exemple, nous, dans tous les programmes que nous faisons, nous incluons systématiquement pour les participants une formation en transformation de trauma. Et où ils pratiquent la transformation de trauma, apprennent les outils de transformation de trauma, parce que nous sommes nous baignons dans la violence. Nous baignons dans les conflits. Lorsque vous entendez tirer, des coups de feu dans la rue, près de chez vous, ça vous traumatise. Donc, nous devons apprendre à nettoyer ces traumas. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et puis fini. Si vous voyez un cadavre dans la rue, ça aurait pu être vous.
OK, lorsque vous entendez parler de quelqu'un qui est kidnappé, lorsque vous êtes kidnappé, c'est traumatisant. Maintenant, ce qui arrive, c'est que si vous ne transformez pas ce trauma, vous allez le transmettre. Vous le transmettez autour de vous. Vous le transmettez à vos enfants. Vous le transmettez dans votre famille, et vous le transmettez chez vos voisins, à votre travail, et vous continuez dans ce cycle de violence. C'est ce que nous avons dans cette société. Ce sont ces cycles de violence, et une des façons de transformer ces cycles de violence, c'est de casser les traumas. C'est de transformer les traumas et de le faire systématiquement. Nous avons dans ce pays 12 millions de traumatisés. Nous avons 4 millions dans la diaspora. Nous devons tous arriver à un certain moment de la durée à transformer ces traumas pour sortir de cette répétition ad vitam aeternam. Ce que nous avons là en ce moment-ci, lorsque vous retournez en arrière, 5 ans passés, 10 ans passés, 20 ans passés, vous trouvez les mêmes choses. Différents acteurs, différents noms, 1950, 1960, 1934, 1915, etc., etc. Mais au fond, c'est la même chose. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système généralement et du monde où il parle de développement, faire des routes, mettre de l'électricité et créer des emplois. Ce sont tous de bonnes choses. Mais en réalité, en ce qui nous concerne, nous, Haïtiens, cela ne va pas changer la donne pour nous parce que notre problème fondamental, au départ, est un problème relationnel entre nous. Si je n'aime pas l'autre, si l'autre meurt de faim, ça ne me fait aucun effet. OK, je continue à faire mon business as usual, je fais de l'argent, il meurt de faim, c'est son problème à lui. Par contre, si j'ai fait l'expérience de l'autre, si j'ai fait l'expérience des conditions de vie de l'autre, OK, à ce moment-là, je peux prendre en considération quelle manière transformer la violence structurelle qu'il y a dans notre société pour que l'autre puisse vivre mieux, pour que moi je puisse vivre mieux aussi, parce que lorsque j'ai conscience de la vie de l'autre, OK, je ne peux pas vivre aussi bien qu'auparavant. Parce que la douleur de l'autre me touche. En ce moment-ci, pour beaucoup trop de gens dans notre société, la douleur de l'autre ne signifie rien. OK? Donc, et on voit ça aussi, par exemple, on a vu ça, cette déshumanisation au niveau d'autres sociétés, comme tu disais, et au Rwanda, au moment du génocide, et il y a certains Tutsis, pas tous, il y a certains qui appelaient les Hutus, qui appelaient les Tutsis des ravins, tu vois. Et on a vu ça, justement, en ce moment-ci, du côté de Gaza, OK, cette déshumanisation des Palestiniens en les assimilant tous à des terroristes. Donc, s'ils sont tous des terroristes, s'ils sont tous des animaux, on peut les bombarder, on peut les tuer de toutes les façons, OK, ce ne sont pas des êtres humains. Donc, et nous avons en plus petit ce genre de situation ici où celui qui meurt de faim n'est pas un être humain. OK, il peut mourir de faim. OK, mais si j'ai eu un contact profondément humain avec celui qui meurt de faim, à ce moment-là, je peux avoir conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je peux à ce moment-là agir pour transformer ce qui ne va pas dans notre société pour que je n'ai plus cet être humain que je regarde à ce moment-ci dépérir et je peux, et décemment en tant moi qu'être humain aussi, mieux vivre dans cette société. D'après toi, dans cette situation de violence extrême, comment redonner espoir aux générations futures? Comment faire en sorte qu'elles puissent renforcer leur identité? Comment faire en sorte qu'elles puissent donner du sens à ce qu'elles vivent et continuer tout simplement? Bon, je crois qu'il faut la recherche de l'impact collectif. Et il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses différentes, de bonnes choses.
mais qui parfois sont dispersés, ne savent pas qui fait quoi où. Et ils travaillent dans tel domaine et dans tel quartier ou bien dans telle province. Il y en a un autre qui travaille dans un autre endroit. Et il faut chercher à ce qu'il y ait, un impact collectif, que ce soit au niveau urbain, que ce soit au niveau rural, et faire ce travail, comme je disais tout à l'heure, de rencontres humaines. Et pour moi, c'est faisable, et il y a certainement d'autres expériences à travers le monde dans la matrice du pays, d'un pays en particulier, ou bien d'un pays où un type de travail comme ça a déjà été fait, et il suffit pour ceux qui ont la bonne volonté de vouloir le faire dans ce pays, qu'ils le fassent. Donc nous, on essaie, on va continuer à essayer, on cherche à ramener des gens à travailler avec nous en parallèle. Il faut un organisme de coordination, ce qu'on appelle un back office de coordination, que si vous êtes dans la distribution de tel bien ou bien de tel service et que vous êtes dans le quartier, il y a une façon d'être, il y a une façon de faire, il y a une façon de mesurer l'impact de votre travail et chercher à voir si on a une façon de mesurer commune aussi. Parce qu'il se peut que vous fassiez un bon travail, que vous mesuriez votre travail bien. Moi, je ne comprends rien à ce que vous faites. Donc, et moi, je suis optimiste dans le sens que je sais qu'il y a des gens de bonne volonté qui essaient de faire des choses dans ce pays. Et je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Il se peut que nous allions de mal en pire, malgré la force kenyane, mais nous devons nous concentrer sur nos cercles d'influence, Et si je rencontre quelqu'un dans la rue et que je lui parle d'une manière, Si je rencontre quelqu'un dans un salon diplomatique, je lui parle de la même manière. Je lui envoie le même message, Donc, et j'essaie de connecter les deux, Donc, pour moi, il faut continuer à faire le travail. Pour moi, c'est une extraordinaire aventure. Moi, je dis que c'est une aventure biblique, parce que je suis chrétien. Et donc, c'est l'aventure d'une vie. Je ne vais pas aller explorer l'Amazon. Il y a beaucoup de gens qui ont exploré l'Amazon. Malheureusement, je suis trop vieux pour aller dans l'espace. Mais ce qu'il y a ici en Haïti, c'est une grande aventure. Merci beaucoup, Louis-Henri Mars, pour cette interview vraiment intéressante, cette analyse pointue. Je te laisse le mot de la fin pour conclure. Bon, moi, je peux dire que il faut travailler, il faut continuer à croire et il faut continuer à connecter les gens avec les autres et puis avancer. Et il y a parfois dans notre travail, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais au moins on a fait 1 pas en avant de plus. Merci beaucoup, Louis-Henri Mars, d'avoir participé à cette interview et donc je vous dis à bientôt.